Muhammad ibn Ms al-Khwarizm, généralement appelé al-Khwarizmi, né dans les années 780, probablement à Khiva dans la région du Khwarezm, dans l'actuel Ouzbékistan, mort vers 850 à Bagdad, est un mathématicien, géographe, astrologue et astronome persan, membre de la Maison de la Sagesse de Bagdad. Khwarizmi, considéré comme le père de l'algèbre, était un mathématicien et un astronome qui a vécu au IXe siècle. Il a apporté à l'Occident les chiffres et le système décimal. Émigré de Perse orientale, il a mené une vie entourée de livres et s'est fait connaître pour sa façon audacieuse de penser. Il a également apporté ses connaissances mathématiques à la cour du calife Al-Mamun à Bagdad. Origine d'Al-Khwarizmi. Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi est né vers l'an 780 d'après les écrits retrouvés. Les historiens pensent que lui ou ses ancêtres venaient de Khwarezm, une région d'Asie centrale qui fait aujourd'hui partie du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. Dans sa vie adulte, al-Khwarizmi a vécu à Bagdad, situé dans l'actuel Irak, où il a travaillé à la Maison de la Sagesse, un centre de recherche scientifique. Il y a longuement étudié les œuvres de sages arabes, grecs et indiens. C'est ainsi qu'al-Khwarizmi a créé de nouvelles façons de résoudre les problèmes mathématiques. L'un des livres qu'il a écrit explique le système de solution de problèmes mathématiques, que l'on appelle aujourd'hui l'algèbre. Ce mot est issu de l'expression arabe « aljabre », qui figure d'ailleurs dans le titre du livre. Du XIIe au XVIe siècle, ce livre a été très utilisé pour enseigner les mathématiques dans les universités d'Orient et d'Occident. Les chiffres de 0 à 9. Le travail d'al-Khwarizmi aborde un aspect crucial de la vie de tout être humain à l'époque, faire des comptes basés sur des chiffres romains est extrêmement laborieux. Imaginez devoir calculer xi par 11. En se basant sur le calcul hindou, le mathématicien a relancé l'idée révolutionnaire de représenter n'importe quel nombre avec seulement 10 symboles simples. L'idée serait de les utiliser de 1 à 9, en plus du symbole 0 pour représenter tous les chiffres de 1 à l'infini, selon ce qui avait déjà été développé par les mathématiciens hindous, vers le VIe siècle. Ces 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Léonard Euler né le 15 avril 1707 à Balin, il est le fils de Paul Euler, 1670 à 1745, modeste pasteur des églises réformées de Suisse, affecté provisoirement à la paroisse Saint-Jacques au cœur de la cité bâloise et de Margaretha Brucker, 1677 à 1761, fille de pasteur. Il a 2 jeunes sœurs du nom d'Anna Maria et de Maria Magdalena IV. En 1708, alors que Léonard n'a pas un an, la famille Euler déménage de Bâle pour rejoindre la campagne voisine à Rienne, où Paul Euler est nommé pasteur de la paroisse homonyme. Léonard passe la plus grande partie de sa prime enfance entre Rienne, modeste village où se situe la maison du pasteur Euler, centre d'un foyer familial pieux et dévot, et Bâle, où résident ses grands-parents, ainsi que la plupart des amis de son père, ancien collègue à l'université de confession calviniste affirmée. Paul Euler, qui a suivi les cours de Jacob Bernoulli, est un ami du médecin, à la fois mathématicien et érudit humaniste, Jean Bernoulli, le frère de Jacob, depuis leurs jeunes années d'études universitaires. Paul donne les premières leçons de mathématiques à son fils et constate rapidement sa précocité d'assimilation et son esprit vif en calcul et géométrie. Lycéen à 9 ans dans la ville de Bâle, le jeune Léonard réside chez sa grand-mère maternelle et il est déjà familier de la maison Bernoulli. Son père a souhaité au départ le confier au tutorat bienveillant de son ami, qui s'impose petit à petit comme un des principaux mathématiciens européens après avoir repris inopinément la charge de mathématicien de son défunt frère à l'université de Bâle en 1705. Mais le professeur Bernoulli refuse, se disant accaparé par sa recherche et les fonctions de sa chaire, il ne peut que conseiller de bonnes lectures d'initiation à Léonard, le laisser jouer avec son jeune fils Jean comme il en a pris l'habitude, et l'inviter comme un fils au sein de sa famille, pour le grand plaisir de sa femme, si sa grand-mère accepte et s'il est libre, durant les veilles de dimanche et de fêtes religieuses. Conscient des lacunes scientifiques du modeste lycée auquel il l'a inscrit, Paul Euler réserve à son fils des leçons particulières auprès du maître Johannes Burckhardt, 1691 à 1743, à la fois théologien et mathématicien. À l'âge de 13 ans, en 1720, Léonard est inscrit à l'université de Bâle, et en 1723 obtient sa maîtrise de philosophie ou magistère philosophie, grâce à une dissertation qui compare les idées maîtresses de Descartes à celles de Newton. À cette époque, tous les samedis après-midi,
l'étudiant peut poser des questions sur les difficultés rencontrées durant ses lectures d'ouvrages recommandés à Jean Bernoulli, qui ne lui donne pas à vrai dire de leçons particulières, mais lui explique au gré de la conversation ouverte les principes et raisonnements à mettre en œuvre. Ce faisant, Jean découvre un intérêt et un certain talent de Léonard pour les questions mathématiques 5. Après ces 3 années de tronc commun conclues en 1723, le jeune titulaire de la maîtrise doit en principe étudier la théologie, le grec et l'hébreu à la demande de son père, afin de devenir comme lui un bon pasteur, mais Jean Bernoulli parvient à convaincre Paul Lelay que Léonard a des remarquables dispositions pour devenir un excellent mathématicien. En 1726, il termine brillamment ses études de mathématiques. Il recherche en vain un poste universitaire d'assistant en mathématiques. Mais en septembre 1726 lui parvient une invitation de l'Académie de sciences de Saint-Pétersbourg sur recommandation des fils de Jean, Daniel et Niccolò Bernoulli, déjà expatriés en Russie depuis plus d'1 an, avec une première offre d'une chaire de physiologie, SIC, qui s'explique par la disparition tragique de Niccolò. En novembre 1726, Léonard Lelay se résigne à accepter finalement l'offre après avoir longtemps hésité, car ses connaissances en physiologie ne sont que rudimentaires, malgré un début de formation, et il espère encore un poste de professeur de physique à l'université de Bâle 6. Ainsi, après une formation rapide et intense à la faculté de médecine de Bâle, il part le 5 avril 1727 vers les lointaines rives de la Neva. Il n'a pas encore 20 ans. En 1727, Léonard participe au concours de l'Académie des sciences de Paris qui consiste à résoudre un problème scientifique. Cette année-là, le problème concret retenu consiste à justifier la meilleure façon de placer les mâts d'un navire. Lelay remporte la 2e place, derrière Pierre Bouguer, aujourd'hui reconnu comme le « père de l'architecture navale ». Par la suite, Lelay, participant assidu à ce concours, gagnera le prestigieux prix annuel 12 fois dans sa carrière 7. Pythagore est né à Samos, Grèce, vers -570 avant J.C. Sa mère s'appelle Pythée et son père Mnésarchu. Il est à la fois mathématicien, astronome, savant et philosophe. Pythagore ne nous laisse aucun écrit et de ce fait nous ne savons pas grand-chose de ses travaux et de sa vie. Certains historiens prétendent même que le personnage de Pythagore n'aurait pas existé et que son nom est plutôt associé à une communauté de savants. Pythagore acquiert ses connaissances au cours de ses voyages, Syrie, Égypte, Babylone. Il fait progresser l'arithmétique, science des nombres, et agrandit l'univers des maths avec la musique et la mécanique. Pythagore est un des premiers à affirmer que la Terre est sphérique et qu'elle gravite avec d'autres planètes autour d'un feu central. Mais cette théorie ne repose pas sur des concepts scientifiques mais plutôt philosophiques et esthétiques. Pythagore considère la sphère comme le solide le plus parfait. La Terre qu'il voit comme une création de Dieu, ne peut avoir qu'une forme parfaite donc sphérique. Le mouvement des planètes répond selon lui à une harmonie musicale, l'harmonie des sphères. Le théorème de Pythagore est un théorème de géométrie euclidienne qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. Il s'énonce fréquemment sous la forme suivante. Si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, ou côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. Les Égyptiens connaissaient aussi le théorème. Ils utilisaient la corde à 13 nœuds, régulièrement répartis, qui une fois tendue formait le triangle rectangle 3, 4, 5 et permettait d'obtenir un angle droit entre 2 longueurs. Corde qui sera encore utilisée par les maçons du XXe siècle pour s'assurer de la perpendicularité des murs. Thalès de Milet, appelé communément Thalès, en grec ancien, Thalomilsio, est un philosophe et savant grec, né à Milet vers 625 à 620 avenue Jésus-Christ et mort vers 548 à 545 avenue Jésus-Christ dans cette même ville. C'est l'un des 7 sages de la Grèce antique et le fondateur présumé de l'école milésienne. Philosophe de la nature, il passe pour avoir effectué un séjour en Égypte, où il aurait été initié aux sciences égyptiennes et babyloniennes. On lui attribue de nombreux exploits, comme le calcul de la hauteur de la Grande Pyramide ou la prédiction d'une éclipse, ainsi que le théorème de Thalès. Il fut l'auteur de nombreuses recherches mathématiques, notamment en géométrie. Thalès est le premier mathématicien dont l'histoire ait retenu le nom. Il est né à Milet, voir une carte, en Asie mineure, sur les côtes méditerranéennes de l'actuelle Turquie, vers 624 avenue J.C. Il convient toutefois d'être prudent avec ces dates, et avec la vie et les découvertes de Thalès. Il ne reste en effet pas d'écrit de Thalès,
et s'il est souvent cité dans d'autres textes, il était d'usage à cette époque d'attribuer à des hommes célèbres des découvertes qu'ils n'avaient pas faites. Plus qu'un simple mathématicien, Thalès était un savant universel, curieux de tout, astronome et philosophe, très observateur. Il fut à ce titre un des 7 sages. On ne démontrait pas ce qu'on avançait à l'époque de Thalès, on ne faisait que remarquer certaines propriétés. Mais la façon qu'avait Thalès de réfléchir, d'analyser des situations, d'en rechercher les causes font de lui l'un des précurseurs de la démarche scientifique moderne. Une de ses grandes interrogations était l'eau, et les causes de la pluie. Il avait remarqué que l'air se transformait en pluie, et il en cherchait désespérément l'explication. Marchand de profession, Thalès entreprit de nombreux voyages en Crète, en Égypte, en Asie. Comme certains lui reprochaient le peu d'intérêt pratique de ses observations scientifiques, il remarqua à la sortie d'un hiver très rigoureux que la récolte d'olives s'annonçait prometteuse, il acheta tous les moulins à huile de la région, puis les loua à prix d'or aux producteurs. L'utilisation du théorème de Thalès nécessite la présence de 2 droites parallèles coupées par 2 droites séquentes. Exemple. Le théorème de Thalès sera utilisé dans des figures comme celle ci-dessous. Euclide est un mathématicien grec qui aurait vécu entre les IV et IIIe siècle avenu. Jésus-Christ, il est connu pour ses écrits, notamment les éléments, sur lesquels repose une grande partie des mathématiques. Euclide est un mathématicien grec considéré comme le père de la géométrie. Il est présumé né à Athènes vers -330. Il étudia tout d'abord à l'école des successeurs de Platon, dans sa ville natale. Puis il fut invité par Ptolémée Ier à la grande école d'Alexandrie, en Égypte. Il y dirigea une équipe de mathématiciens. Il serait mort à 65 ans dans la ville d'Alexandrie, Égypte, vers 265 avant Jésus-Christ. Il a inventé les divisions euclidiennes. Le domaine de recherche principal d'Euclide était la géométrie. Il écrivit une encyclopédie composée de 13 livres, les éléments, ce sera la base de la géométrie pendant plus de 2000 ans. C'est l'ouvrage le plus édité après la Bible. Euclide s'intéressait aussi à l'arithmétique. Il invente un algorithme célèbre qui porte le nom d'algorithme d'Euclide, permettant de calculer le PGCD, plus grand diviseur commun, de 2 nombres. Il a apporté à la science de l'Antiquité, une œuvre qui rassemble toutes les connaissances de son époque auxquelles il a ajouté son savoir. Il a aussi permis à des savants de grandes découvertes. Plus tard Archimède de Syracuse profitera de son travail pour découvrir la quadrature du cylindre. La méthode axiomatique. Dans les éléments, Euclide applique pour la première fois la méthode axiomatique. Il pose 5 affirmations, les axiomes, ou postulats, et construit sa théorie, la géométrie euclidienne, par déduction à partir de ces axiomes. Entre 2 points quelconques, il existe une droite. Un segment peut être prolongé en une droite. Avec un segment quelconque, on peut tracer un cercle en prenant ce segment comme son rayon et l'une de ses extrémités comme son centre. Tous les angles droits sont égaux entre eux. Si 2 droites coupent une même troisième en produisant, du même côté, des angles dont la somme est inférieure à 2 angles droits, alors ces 2 droites se coupent entre elles de ce côté de la troisième. Illustration du 5e postulat, les 2 droites bleues coupent la verte avec des angles et dont la somme, plus, est inférieure à 2 angles droits, 2 fois 90 degrés égale 180 degrés. On constate que les 2 droites bleues se coupent bien du même côté que ces angles. Il nous semble évident, d'où leur nom, du grec ancien, axioma, considéré comme digne, convenable, évident en soi, mais était impossible à démontrer et devait donc être accepté sans démonstration pour permettre de travailler sur la géométrie. Le 5e axiome, souvent appelé postulat d'Euclide, a longtemps été considéré comme superflu, on a pensé qu'il était plutôt un théorème que l'on pouvait démontrer en utilisant les 4 autres axiomes. Aujourd'hui, la communauté scientifique considère qu'il est bien un axiome, c'est-à-dire qu'il ne se démontre pas. On peut construire d'autres géométries, appelées géométrie non euclidienne, en changeant juste ce 5e postulat mais, à l'époque d'Euclide, ces géométries alternatives n'étaient pas connues. Al-Kashi, surnommé Ghiat al-Din, l'auxiliaire de la foi, doit son nom à sa ville natale, Kashan en Iran. Il grandit dans la pauvreté durant une période trouble où la région subit les conquêtes militaires de l'émir Timurlan, dit Tamerlan, 1370-1405. Après la mort de Timur, les conditions s'améliorent grandement.
Son fils et successeur, le Sharrock soutient fortement les intérêts artistiques et intellectuels et très tôt, Al-Kashi se consacre aux mathématiques et à l'astronomie. Le 2 juin 1400 s'y marque par une éclipse de lune, une de ses premières observations notables. Al-Kashi effectue des calculs de racine énième par un algorithme qui est un cas particulier d'une méthode donnée 400 ans plus tard par Paolo Ruffini, 1765-1822, et William Horner, 1787-1837. Il propose aussi des calculs approchés de racine énième d'un nombre et expose une technique déjà connue d'Omar Khayyam, 1048-1123, et appelée aujourd'hui le triangle de Pascal pour effectuer des calculs du type A plus B, N. On doit encore à Al-Kashi l'étude de quelques problèmes ouverts, non résolus, comme par exemple la recherche de solutions pour une équation du type théorème de Fermat dans le cas où n égale 3 et n égale 4. Il laisse par ailleurs son nom à un théorème qui généralise le théorème de Pythagore pour un triangle quelconque et qui s'exprime aujourd'hui de la façon suivante. Dans un triangle ABC de côté de longueur A, B, C, A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2B c'est quoi nu A. Pierre de Fermat, né dans la première décennie du XVIIe siècle, à Beaumont-de-Lomagne, près de Montauban, et mort le 12 janvier 1665 à Castres, est un magistrat, polymathe et surtout mathématicien français, surnommé « le prince des amateurs ». Date lieu de naissance, 1607, Beaumont-de-Lomagne, France. Date de décès, 12 janvier 1665, Castres, France. Épouse, Louise Long-Fermat, M. 1665. Parents, Dominique Fermat, Françoise Cazeneuve-Fermat. Influence, Léonard Eulet, François Viette, plus. Livre, De linearum curvarum cum linea recti comparation dissertatio geometrica, et plus. Principe de Fermat, optique. Le trajet parcouru par la lumière entre deux points est toujours celui qui optimise le temps de parcours. Petit théorème de Fermat. Si P est un nombre premier et a un entier naturel non divisible par P, alors à puissance P-1 est congru à un modulo P. Théorème des deux carrés de Fermat. Le théorème général affirme, un entier est somme de deux carrés si et seulement si chacun de ses facteurs premiers de la forme 4K plus 3 intervient à une puissance paire. أنجز هذا العمل أستاذ الرياضيات علي دومت.